La mobilité urbaine se transforme avec pour objectifs multiples de répondre aux enjeux de transition énergétique, d'urbanisation accélérée et d'amélioration de la vie et de la mobilité de l'ensemble des citoyens. Mobilité urbaine, quelle gouvernance et leadership au service du citoyen? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui face à un objectif extrêmement compliqué qui amène l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à trouver des solutions, travailler ensemble, innover au service d'une mobilité améliorée et plus vertueuse au service de tous. Alors, face à ce grand enjeu, nous allons discuter aujourd'hui avec un parterre d'experts et d'acteurs importants de ces grands enjeux urbains de demain que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette belle ville de Nice, sur la promenade des Anglais. Avec nous aujourd'hui, Alice Bigorn, directrice du pôle mobilité durable de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Antoine Hertemann, président de l'AVR France. Hervé Rivoellen, directeur marketing et pilotage mobilité électrique chez EDF. Julien Sanzini, directeur de la mobilité urbaine chez Renault Trucks. Et Pascal Dassonville, directeur régional, bientôt, d'Enedis Côte d'Azur. Et enfin, Éric Plaquet, président de GIREV. On parlera de data tout à l'heure avec vous. Alors pour commencer, la première question qui se pose, et je me dois de la poser directement à notre hôte de la métropole de Nice, Alice Bigorn, la gouvernance de la mobilité est un grand enjeu si on veut réussir à transformer la ville, les trajets, la mobilité interne. Beaucoup de défis se présentent à vous. Quels sont les grands axes de la réflexion que vous avez aujourd'hui dans la métropole Nice-Côte d'Azur? Alors il faut savoir qu'on a commencé à voter un schéma directeur des transports sur la métropole de Nice dès 2009. Donc il y avait déjà une vision de Christian Estrosi sur ces enjeux autour de la mobilité. Ce schéma directeur des transports, on l'a réactualisé en 2020 en intégrant toutes les nouvelles dimensions autour de la mobilité qu'on doit mettre en place au sein du territoire complet de la métropole de Nice. Donc on a bien évidemment un axe sur le développement des transports collectifs, puisque 3 lignes de tramway desservent le territoire et on a de nombreux projets à venir sur le mandat sur cette thématique. Et en parallèle, on sait qu'on doit développer toutes les nouvelles mobilités et la mobilité électrique sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir la neutralité carbone pour 2050. C'est le grand enjeu de Christian Estrosi sur ce territoire-là, avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% à 2025, ce qui représente un enjeu énorme, sachant que la mobilité, c'est 46% de baisse à obtenir d'ici 4 ans. Donc ça nous laisse peu de temps et des objectifs importants à mener sur ce territoire. Et on a une vraie politique publique qui est menée en termes de mobilité sur le territoire de la métropole de Nice. Politique publique, mais politique qui se fera aussi avec beaucoup d'acteurs privés pour pouvoir vous accompagner, proposer une mobilité nouvelle. Donc la concertation, le fonctionnement est un grand enjeu pour la métropole de Nice. Oui, c'est important d'emmener avec nous à la fois les acteurs publics, mais les acteurs privés, et de faire adhérer tous les habitants à ces nouvelles pratiques. 53% des habitants savent déjà qu'ils devront abandonner à un moment donné leur voiture particulière au profit d'autres modes de mobilité. Et bien évidemment, on a besoin de tous les acteurs du territoire pour arriver à embarquer tout le monde dans cette dynamique-là de changement des comportements sur un territoire. Antoine Hertemann, on a parlé de la métropole de Nice, mais il y a d'autres villes en France. Et vous, à l'AVR, vous avez eu l'habitude de mettre en place un observatoire, un baromètre des différentes pratiques en termes de mobilité électrique durable dans les différentes villes de France. Quel est le panorama que vous pouvez dresser aujourd'hui des initiatives pertinentes que vous voyez de votre observatoire ? Alors, avant de parler du panorama, Guillaume, le point important, c'est la particularité de la mobilité électrique. Et la particularité de la mobilité électrique, c'est qu'elle impose de tout regarder en même temps. C'est-à-dire de regarder la mobilité individuelle avec sa voiture, de regarder la mobilité des transports en commun, de regarder comment ça se passe chez soi, comment ça se passe au bureau, comment ça se passe dans les différents environnements. Donc on est obligé de tout mettre ensemble. Et en même temps de mettre les infrastructures qui soient rassurantes. Aujourd'hui, l'électromobilité démarre.
c'est positif, mais on est encore, si on prend comme illustration le parc automobile, à 2% du parc total d'automobiles en France. À 18% des IMAT, et tant mieux, mais le vrai saut, il va se faire maintenant, progressivement. Et il est essentiel, je pense, dans la communication, ce que vous avez dit, d'avoir des baromètres qui nous permettent de dire il y a tant de bornes dans les maisons, tant de bornes dans les copropriétés et tant de bornes publiques avec tel type d'accès. C'est ce qui permet, je pense, quand on communique, de rassurer et d'éviter d'avoir des citoyens qui disent « d'accord, on me dit qu'il faut y aller, je ne suis pas contre, mais j'ai plein de contraintes, ou j'ai peur, ou je ne comprends pas ». Alors sur le panorama d'ensemble, ces problèmes-là, on les voit ici, ces considérations, elles sont partout. Quel grand type de réponse, quel leadership, quelle gouvernance voyez-vous arriver dans les différentes villes de France? Alors, le type de gouvernance, c'est ce que j'ai cru comprendre qui est mis en place dans la métropole de Nice, c'est de regrouper dans une entité la coordination de ce qui concerne le stationnement, ce qui concerne les investissements, ce qui concerne les couvertures ou les toitures, parce qu'on peut penser aussi au solaire, ce qui concerne les parcs automobiles. Donc, l'élément essentiel, c'est que chaque métropole puisse petit à petit construire la coordination. Et pour construire la coordination, il faut arrêter de penser en silo et faire discuter entre eux les personnes, et non seulement les faire discuter entre eux, mais les faire avancer dans la même direction. Casser les silos, voilà un beau mode de rapprochement entre le privé et le public, hein, d'une certaine manière. Je rebondis là-dessus, 2% du parc de véhicules électriques en termes de bornes, de distribution, enfin, chez Enedis, Pascal Dassonville, ça doit vous poser quelques questions en termes de défis pour le. Enfin, ça nous pose d'abord des réponses. Hein. On essaie d'abord surtout de donner des réponses à ces sujets-là. Mais vraiment pour rebondir, effectivement sur la mobilité électrique, il faut donner des réponses qui rassurent. Hein, et sur un panel de sujets, parce qu'aujourd'hui, 80% de la recharge ou 90% de la recharge se fait au domicile. Donc il faut déjà donner et répondre aux problématiques dans les domiciles. Et vous disiez, hein, Christian Estrosi va imposer de plus en plus de contraintes, notamment sur les immeubles neufs, hein, sur l'équipement de capacité de bornes hein, dans les immeubles neufs. Il y a aussi des solutions à donner sur les immeubles existants. Et là, on travaille avec les FFIE, enfin la Fédération française de l'électricité du territoire du 06 et du 83 aussi, pour donner des solutions de recharge dans les immeubles collectifs. Puis il faut aller aussi à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire rassurer aussi sur les autoroutes. Hein, et on est en train d'équiper toutes les aires de stationnement d'ici à 2022, les 12 aires de l'A8 qui concernent la Côte d'Azur, de recharge rapide, pour donner des solutions rassurantes aussi pour les utilisateurs. Mais c'est limite, il faut commencer à anticiper ces futurs besoins pour rassurer et amorcer la pompe de la mobilité électrique. Et deuxième sujet en écho aussi à ce qui a été dit précédemment, la coordination avec les acteurs du territoire, elle est importante hein, pour les collectivités parce que quand il y a des grands projets de type le tramway, hein, il faut bouger chez nous, il faut bouger 40 km de réseau, il faut ramener de l'alimentation électrique, il faut restructurer nos réseaux. Quand on a des lignes de bus qui commencent à s'électrifier également sur les transports en commun, il faut amener de la puissance, il faut renforcer des réseaux, il faut accompagner tout ça et comme vous le disiez, désiloter l'ensemble des acteurs sur tout un panel de solutions. Hein. Il n'y aura pas qu'une solution, mais tout un panel de solutions où chacun a son rôle à jouer, me semble-t-il. Donc, panel de solutions, panel de type de mobilité, nombre d'acteurs de plus en plus importants qui viennent contribuer à la création de cet écosystème pour le bien de tous. Se pose quand même la question de la rentabilité des modèles économiques qui sont développés par l'ensemble des acteurs, puisque venir améliorer la mobilité de tous en ville, en urbain, en périurbain, il faut que ça soit soutenable sur le long terme, que ça soit rentable. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et là, je me tourne vers vous, Julien Sonsini, parce que chez Renault Trucks, quand on regarde cette mobilité urbaine, on pense obligatoirement livraison, on pense dernier kilomètre, on pense massification, colissage, on pense à toutes ces choses qui sont très 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 complexes et qui feront que demain ce modèle sera pertinent pour vous ou pas. Comment on regarde ça ?
Tout à fait. Alors, il y a effectivement une discussion et beaucoup d'échanges autour de l'équilibre économique de ces nouveaux modèles électriques. Alors, tout d'abord, tout dépend de quoi on parle. La logistique urbaine, il y a énormément d'usages différents. Au sein de la logistique urbaine, vous allez avoir tout ce qui est livraison d'hôtels-restaurants, de commerce, tout ce qui est flux sortant de déchets et de recyclage, par exemple, tout ce qui est construction, chantier, et tout ce qui est enfin, le dernier kilomètre, colisage, boosté notamment par le e-commerce. Donc tout ça sont des usages et des segments bien différents qu'on identifie et qu'on adresse différemment chez Renault Trucks avec des véhicules différents. Donc on aura une gamme, et on a une gamme aujourd'hui à partir de 3 tonnes 1, 3 tonnes 5 pour les véhicules utilitaires, 16 tonnes et 26 tonnes pour les bennes à ordures ménagères notamment, qui sont électrifiées aujourd'hui, qui sont 100% électriques et pour lesquelles on a un TCO. Nos clients ont un total cost of ownership qui est très proche du diesel, pour certains usages, encore une fois. Donc selon les kilomètres parcourus, selon le besoin d'autonomie, selon la capacité de charge rapide ou la capacité de recharge en dépôt, on sait aujourd'hui que tout ce qui est relatif aux bennes à ordures ménagères, nous avons un équilibre économique très très proche du diesel. Pour tout ce qui est distribution urbaine, tout ce qui est par exemple les brasseurs et livraisons aux hôtels-restaurants, nous sommes très très proches d'une situation économique viable puisque nous avons des usages avec faible kilométrage et avec un temps de recharge suffisant par rapport à l'évolution de la technologie batterie électrique lithium-ion qui est l'arbitrage que Renault Trucks a choisi pour ces segments-là, urbains, périurbains. Donc nous privilégions l'électrique évidemment sur base batterie et pour ces usages-là, dans maximum 3 ans, nous aurons un vrai total cost of ownership idéal, vraiment équivalent avec le diesel. Donc tout dépend encore une fois de l'usage, mais nous travaillons justement sur ces différents segments pour proposer des solutions qui soient viables et pérennes et qui répondent évidemment aux besoins des citoyens et des pouvoirs publics. Donc il y a tout un travail à faire dans cet écosystème. Ce que je comprends, c'est que vous avez la technologie, vous aurez les véhicules. Après ça, il y aura le système d'opération, il y aura le fait d'avoir éventuellement des entrepôts, des dépôts dans la ville pour pouvoir massifier, démassifier. Tout à fait. Parce que bon, aujourd'hui on a des gros camions, mais demain il y aura des petites navettes, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Hein, Tout à fait, c'est vraiment en concertation, là encore, qu'il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics, avec les logisticiens, avec les transporteurs, évidemment avec les constructeurs et ceux qui ont la technologie. C'est quel est le modèle le plus pertinent pour chaque agglomération et si possible d'avoir une homogénéation entre agglomérations pour éviter de voir des ZFE qui soient très spécifiques d'une agglomération à l'autre. Donc est-ce qu'on doit faire rentrer un 26 tonnes qui dispatche en véhicule utilitaire électrique puis en triporteur, donc vélo, cargo? Il faut qu'on trouve cette complémentarité. Effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse à la totalité de la chaîne de valeur, de l'entreposage au box locker où on met à disposition le colis pour ce qui est de la distribution urbaine. Donc il faut effectivement qu'on reprenne tous ces maillons de la chaîne et que nous, constructeurs, nous posions la question de où est-ce qu'on veut être acteur dans ces maillons. Et l'idée n'étant pas d'internaliser tous ces maillons, loin de là, mais plutôt de travailler en écosystème élargi et en partenariat. Un beau travail à venir d'échange avec les municipalités pour créer un écosystème qui soit efficace et respectueux, j'imagine. Tout cet écosystème, infrastructure de recharge y compris, évidemment. On a parlé de la rentabilité, je dirais, côté constructeur, mais elle se fait aussi au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'énergie. C'est une problématique qui va se poser. Demain, Hervé Rivolène, quand tout le monde va vouloir se recharger au même moment et où il y aura plein d'usages différents de mobilité électrique en ville, comment on peut être rentable dans ce monde-là ? Tout d'abord, je pense qu'effectivement, il faut se féliciter que toutes ces formes de mobilité dont on parle, du train, du tramway, du bus, des trottinettes, du véhicule free floating, du véhicule, l'électricité, c'est vraiment l'énergie de la décarbonation, je veux dire, de la décarbonation des transports, et c'est essentiel. Ça a été dit par ma voisine. Les transports, c'est quand même un contenu CO2, c'est 1/3 des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc décarboner les transports, c'est vraiment essentiel si on veut atteindre nos objectifs pour réduire l'impact climatique. Et donc la France a évidemment un rôle particulier à jouer, parce que comme vous le savez, l'électricité en France, elle est extrêmement décarbonée, puisqu'on a, avec le nucléaire et les énergies renouvelables, un mix de production pratiquement sans carbone. Alors la question que vous posez, elle est fréquente. C'est effectivement, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour alimenter tous ces usages à l'horizon 2030, 2050 ? Alors, je voudrais rassurer tout le monde, il n'y a aucune question, aucun problème
en matière d'énergie électrique. Il y aura bien On ne va assez... pas tomber en panne alors. Ça ne va pas tomber en panne, il y aura bien assez d'électricité pour alimenter l'ensemble de ces véhicules. Parce que ça ne représente, parce que le véhicule électrique globalement c'est quelque chose, c'est un usage efficient de l'électricité, hein, c'est quand même très efficace. Et parallèlement, la lutte contre le changement climatique, elle s'opère également dans les autres équipements des bâtiments, que ce soit le chauffage, la climatisation, et on ne cesse d'améliorer et d'accroître l'efficacité de cet usage. En revanche, la question que vous posez, elle est pertinente sur la question de la puissance et de la pointe. Vous le savez, on a un système électrique qui aujourd'hui est déjà thermosensible, hein, puisque on a des pointes de consommation régulièrement quand il fait très froid en hiver. On bat des records de puissance le soir à 20h quand on combine en décembre ou en janvier, quand on combine à la fois finalement les besoins de chauffage et les besoins de cuisson. Et donc là, il est vraiment essentiel d'adresser cette question-là aujourd'hui et de placer l'usage du véhicule électrique et la recharge du véhicule électrique à des bons moments. Alors il y a différents panels de solutions, hein. Les plus simples, c'est ce qu'on fait depuis les années 70 avec les ballons d'eau chaude, où on décale simplement la charge des véhicules à 22 h le soir. Il est prêt le lendemain matin pour vos besoins. Maintenant, ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 70. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'objets communicants. Les véhicules sont communicants, les bornes sont communicants. Et on insère parallèlement de plus en plus d'énergie intermittente, soit par des fermes photovoltaïques, soit par des éoliennes. Et donc, ce qu'on imagine demain, c'est un monde où, effectivement, on va pouvoir, parce que le véhicule, c'est un usage extrêmement pratique, hein. De tout temps, les électriciens, ils ont rêvé de stocker l'électricité. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir déclencher la recharge des véhicules, évidemment la nuit parce qu'il y a moins de consommation, mais aussi le jour parce qu'on a de la production photovoltaïque ou parce qu'on a de la production éolienne. Et donc, si on utilise toutes ces flexibilités-là, eh ben, non seulement on va pouvoir recharger les véhicules avec un contenu carbone le plus faible possible et au meilleur prix pour le client final, mais en plus, finalement, on va mieux insérer ces énergies renouvelables intermittentes dans le système électrique global. Et après, il y a des technologies qui sont encore en développement sur lesquelles on travaille, notamment avec notre filiale qui s'appelle Drive, qui s'appelle le véhicule to grid. C'est qu'on imagine, et on le fait déjà, on a déjà une centaine de véhicules, non seulement charger le véhicule au bon moment, mais potentiellement le soir, quand on a cette fameuse pointe que je vous décrivais en hiver, réinjecter l'énergie sur le réseau temporairement pour venir soutenir le réseau. C'est-à-dire que d'une certaine manière aussi, on peut imaginer que dans cette logique de véhicule to grid, vous donnerez la possibilité, ou en tout cas le sentiment aux citoyens d'être un acteur de cette transition énergétique en lui permettant de stocker une énergie qui aurait été, je dirais, perdue, sinon consommée directement, produite par des ENR en fait. Oui, tout à fait. Et puis on le voit bien dans toutes nos enquêtes clients. Quelque part, rouler avec son véhicule électrique à partir de l'énergie photovoltaïque que l'on a produite sur le toit de son garage ou sur le toit de sa maison, c'est quand même un rêve. Et une part aujourd'hui significative des premiers clients qui adoptent le véhicule électrique sont aussi des gens qui ont installé du photovoltaïque sur leur résidence. Donc ce qui nous semble important, hein, c'est que dès lors qu'on va développer un écosystème de mobilité, on va parler d'infrastructure, on va parler d'investissement, on va parler de coordination. Ça veut dire aussi avoir un bon timing, ne pas anticiper trop sur les investissements, les avoir au bon moment. C'est une logique de poule et d'œuf, mais quelque part, le bon timing dans la réalisation des investissements, la transformation des usages est clé à la réussite de cette transformation. Et donc la bonne coopération entre le public et le privé est clé pour qu'on arrive à quelque chose qui soit le bon dosage des moyens, qu'on évite des redondances et que tout ça soit pertinent dans la vision citoyenne de chacun des habitants de la ville. On a parlé du nouveau schéma directeur qui a été signé avec la métropole de Nice et puis Enedis. Est-ce qu'on peut faire un retour un peu plus précis sur les grands axes et la volonté qu'il y a derrière et comment vous vous y prenez pour faire avancer ce sujet, Alice Bigorn? Oui, alors effectivement, on avait déployé dès 2011 plus de 300 points de recherche sur le territoire de la métropole. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en avoir 600 dans quelques années, dans 4 ans, sur tout le territoire. On travaille avec ça, avec Enedis pour ça. On a signé le premier schéma directeur collaboratif au niveau d'une métropole ensemble, parce qu'effectivement, on a besoin des acteurs comme Enedis pour nous accompagner sur ce type de schéma.
sachant qu'effectivement, alors vous parliez de rentabilité, c'est là où le service public a tout son sens, parce qu'aujourd'hui, on sait que des bornes de recharge en centre-ville de Nice, elles sont tout de suite très utilisées, mais dans les petites communes de la métropole où on nous les demande d'ores et déjà, il faut investir en amont pour justement que les habitants puissent acheter des véhicules électriques et soient rassurés, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc il y a tout le sens de la force publique dans ce cadre, puisque finalement, quand on doit aller dans des petites communes où c'est peu rentable, il est important qu'on puisse investir et que le privé puisse prendre le relais sur des endroits où c'est plus rentable. Et définir un schéma avec Enedis, ça nous semblait plus que pertinent, hein, puisqu'on a besoin de l'un de l'autre pour avancer en ce sens. Pascal Dassonville, on a envie d'avoir Alors du côté d'Enedis, votre version de l'histoire en tout cas. et qu'effectivement, quand on parlait de performance économique de ce genre de solution, c'est là où on apporte effectivement l'éclairage à la métropole, puisque nous, on va être capable de leur dire le lieu optimal d'implantation d'une borne en fonction du réseau, parce qu'en fait l'enjeu il est quand même d'abord sur la capacité du réseau à absorber ces nouveaux usages, et le coût est très dépendant de la capacité du réseau. Et là on peut dire à la collectivité, en fonction des flux de véhicules, de ce qu'on connaît des perspectives de développement du véhicule électrique, et on partage ces informations là, et de ce qu'on connaît nous des capacités du réseau, on va pouvoir dire là où ce sera le plus pertinent et le moins cher entre guillemets pour tous, d'implanter des bornes et de répondre à cet enjeu-là. Donc quand on parlait de soutenabilité économique, elle est aussi dans ce travail entre nous. En fait, on est bien d'accord, il y a l'acteur public qui doit définir un cadre, mais après ça, la mise en place, voire le conseil sur l'organisation, le fonctionnement, la pertinence, ça c'est un devoir de conseil que des organisations comme la vôtre peuvent... C'est le service public, tout le sens. Comme disait madame. Et c'est une de nos missions de service public. Nous, moi je ne fais pas de business là-dedans, je fais juste de l'accompagnement en tant que service public d'un acteur tiers de confiance sur les capacités du réseau qu'on gère, le réseau qui appartient à la métropole, puisqu'on est concessionnaire. Mais en tout cas, on apporte cette compétence et cette capacité d'accompagnement. Tout à l'heure, on parle d'infrastructures, on parle de choses qui bougent, on parle de voitures, on parle de navettes, on parle d'engins de livraison, on parle de bornes. Tout ça, c'est de l'information en fait. Et donc la data est extrêmement pertinente, importante dans cet écosystème-là, sachant que, comme on l'a évoqué, le bon management de la data, la bonne utilisation permet de développer de la performance et in fine de la rentabilité. Donc c'est quelque chose d'extrêmement clé là-dedans. Donc Éric Plaquet, vous, chez JREV, la data c'est votre, votre raison d'être autour de la recharge. Qu'est-ce que la data apporte au cœur de la plateforme pour faire fonctionner efficacement ces écosystèmes-là? Oui, effectivement, on se rend compte que on a longtemps attendu l'arrivée des véhicules électriques qui ont été très désirés et qui finalement aujourd'hui sont présents dans toutes les gammes. On s'est rendu compte un petit peu en décalé que le véhicule ne suffit pas, qu'il faut une infrastructure de recharge, il faut qu'il y ait des bornes un petit peu partout pour pouvoir développer les usages en question. Et ce qu'on mesure de plus en plus, c'est que ça ne suffit toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a beau y avoir des véhicules et des bornes, s'il n'y a pas d'infrastructure digitale, s'il n'y a pas une gouvernance, une mise en œuvre des transactions dans cet écosystème, d'une part, et puis les datas de base à valeur ajoutée pour éclairer tout ça, il nous manque l'essentiel en fait. Il manque effectivement l'accès à l'information et le guide de toutes les analyses d'optimisation dont vous parliez. Économique, énergétique, etc. Donc c'est vrai que JREV, qui est la plateforme, une plateforme centrale en fait, qui outille des centaines de milliers de transactions entre ces acteurs sur 32 pays et qui agrège les données, est bien placé pour voir ça. En fait, il y a 4 grands types de données que l'on voit au jour le jour et qu'on véhicule à coup de dizaines de millions de data en permanence. La première, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle les points d'intérêt. Donc très concrètement, basiquement, géographiquement, c'est où sont les bornes.
Où sont les bornes, mais ça ne suffit pas en fait, où sont les bornes. La vraie question derrière pour le end user et pour tous les acteurs B2B, c'est quelle est la puissance de ces bornes, et quel est le tarif, de quelle heure à quelle heure est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est accessible facilement, est-ce que c'est ouvert au public, et puis de manière dynamique, est-ce que la borne est disponible ou est-ce qu'elle est occupée, ou est-ce que par hasard elle serait hors service, ou est-ce que je peux y aller. Et finalement on s'en aperçoit en contractant avec ceux que nos data intéressent, par exemple les providers de GPS, les Google et compagnie. Autour de la data, il y a aussi, est-ce qu'il y a un restaurant à proximité, et si ma voiture se charge pendant 30 minutes, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là, etc., etc. Donc tout un réservoir très significatif de ce qu'on appelle les POI, donc les Point of Interest. À côté de ça, le deuxième type de data, ce sont les kilowatts. C'est intéressant de savoir, effectivement, Guillaume, vous êtes chargé dans le Calvados de telle heure à telle heure, il y a eu tant de kilowatts. Et puis vous n'êtes pas tout seul, il y en a eu X personnes ce jour-là, Y sur le plan régional. Et comme disait Hervé tout à l'heure, dans 4 ans, en fait, à tel endroit, de vendredi, de 16h à 22h, il faudra une tranche de centrale nucléaire pour alimenter tous les véhicules qui vont se balader. Donc la donnée kilowatt, c'est intéressant de la tracer et de l'analyser en termes d'usage. En fait, derrière cette donnée, il y a de l'usage. Usage qui n'intéresse pas uniquement les énergéticiens, mais qui intéresse aussi le secteur marchand, les assurances, qui vous voulez. La troisième donnée, ce sont les euros. C'est le tarif B2B de ça. Aujourd'hui, ça reste encore un peu folklorique, les tarifs. C'est parfois très compliqué, c'est assez divers. C'est pas très dynamique, mais demain, ça pourrait être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus optimisé en fonction du coût de l'énergie, etc. Tarif B2B, tarif B2C. Et puis le quatrième type de data qu'on voit se profiler, qui va bientôt arriver, je pense, elle a plutôt qu'une géographie, elle a une couleur. C'est la greenitude de la data. Voilà, c'est en fait une session de charge à un moment donné. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est issue de NR ou carbonée Et ça, je pense que c'est un sujet qui est bien dans l'air du temps et dont tout le monde voit l'intérêt. Il va falloir aussi tracer ce type de choses et il va falloir s'outiller pour le tracer et pour analyser de manière intelligente les données en question. Si je peux me permettre, j'aimerais même un J'allais petit vous peu le passer au-delà sur l'importance de la digitalisation. C'est tout ce qui est interface sur la gestion de l'intermodalité. On parlait justement de chaîne de valeur tout à l'heure. Comment faire le lien entre des centres logistiques urbains, le véhicule qui vient récupérer sa marchandise? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à terme des places de stationnement connectées pour les livraisons? Donc le livreur sait très bien à quel endroit il doit aller, si la place est disponible parce qu'elle est connectée. Enfin, il y a encore une fois tout l'écosystème ultra-urbain qu'on doit mettre en musique et tout ça passera par la digitalisation. On parle de zones de chargement, on parle de massification, communication entre les infrastructures de recharge, enfin tout ça c'est clé. Et effectivement, on est bien au-delà de l'infrastructure de recharge du véhicule. On est vraiment sur la totalité. C'est le liant qui fera que tout ça fonctionne. Donc un intérêt pour tous les acteurs d'y avoir accès, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir l'analyser. Ça pose une question quand même, derrière tout ça, on en avait parlé Eric sur la propriété, sur les modèles propriétaires ou des modèles plus ouverts de partage de data. Je sais qu'on a des cultures très différentes dans le monde autour de cette question-là, mais de votre point de vue, par rapport aux différentes situations qui peuvent se passer dans les différentes villes, quelle est votre vision sur l'avenir du partage de la data ou plutôt l'arrivée d'éventuels gros acteurs qui voudraient imposer des modèles plus propriétaires et un peu plus verticaux? Là-dedans, il y a toujours la théorie et la pratique. Donc, la théorie, on sera tous d'accord que les modèles propriétaires de type captation de l'utilisateur final, le lock-in, c'est très mal, c'est très méchant. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, parce que c'est pas ça qui est vecteur je dirais, d'augmentation de la qualité, d'optimisation des coûts, c'est pas ça qui va aiguillonner le progrès technique. On voit bien les inconvénients du lock-in. Et puis à l'inverse, on est tous très fans des marchés ouverts, accessibles, où les startups peuvent développer des solutions innovantes et puis accéder au marché sans barrière et pouvoir faire évoluer l'ensemble de l'écosystème. Bon, la réalité est un petit peu entre les deux. Nous, ce qu'on voit en étant connectés à des milliers d'acteurs, enfin plutôt générer des milliers de contrats entre des centaines d'acteurs,
c'est que le monde se situe toujours un petit peu entre les deux. On ne peut pas reprocher à un acteur qui a beaucoup investi. On en parlait tout à l'heure des modèles économiques. Donc on est vraiment dans un domaine où on investit d'abord et puis on va voir après si c'est rentable en fait. On met des bornes et on attend les utilisateurs. On développe des véhicules et ensuite il va falloir trouver des clients. Donc on développe des logiciels et on n'a pas encore suffisamment vendu tout ça. Donc on ne peut pas en vouloir à ces acteurs-là de se dire je vais chercher un peu les économies d'échelle, je vais racheter un petit acteur là, qui va me permettre... On voit des consolidations. Il y a des consolidations et on en voit. Voilà, on en voit. Ceci étant, on est aussi en ce moment dans un trend où de nouveaux acteurs apparaissent très régulièrement, qui sont soit des petits acteurs très performants sur des secteurs géographiques donnés, soit des gens qui ont une philosophie différente, des produits différents. Et je pense que, en dépit de la consolidation qu'on observe comme dans tous les segments de marché, finalement, on est encore dans un écosystème assez ouvert. Et à mon avis, il y a la place pour un atterrissage classiquement, en fait, où des gros acteurs auront leurs intérêts et puis des petits acteurs très dynamiques et très performants ont leur place aussi. Très bien. Enfin bon, une des contreparties de la variété, de la diversité, c'est d'avoir des propositions de valeur souvent différentes, parfois localement différentes. On a évoqué tout à l'heure la problématique de la charge et avec derrière l'idée de l'interopérabilité, en fait, la capacité à aller d'un opérateur à un autre facilement. Ça, c'est un vrai sujet consommateur qui est réel. Antoine Ettermann, on en avait un peu parlé de ce sujet-là. L'interopérabilité entre les différents services et différents acteurs, c'est un cheval de bataille pour la VR, ça. Le cheval de bataille, il n'est pas tellement pour moi, il est surtout pour l'utilisateur demain. Mon cheval de bataille, c'est commençons par nous mettre à la place de l'utilisateur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit citoyen au quotidien. Parce que c'est ça le vrai enjeu. Aujourd'hui, je crois l'avoir déjà dit, on est aujourd'hui avec un taux significatif. Si je prends l'illustration du taux de vente de voitures, 18% de part de marché. Mais vous êtes avec des entreprises, plus de la moitié, c'est donc des gens avec une approche rationnelle, alors que les particuliers, le déclencheur, il va se faire quand ils achèteront leur véhicule d'occasion, puisqu'un particulier achète 6 fois plus de voitures d'occasion. Donc si on veut vraiment que la dynamique prenne, il faut ces gens-là venir avant leur expliquer l'importance de la data pour dire voilà, vous avez exactement telle borne à tel endroit, combien elle coûte. Et évidemment, vous n'allez pas transformer, je prends toujours l'illustration de la voiture, désolé, mais je pense que c'est pareil sur les véhicules utilitaires, qu'ils soient lourds ou légers. Vous n'allez pas transformer le pare-brise de votre voiture en une collection de vignettes qui vous permettra de trouver la bonne par chance pour payer la recharge à un bon endroit. Et vous avez aussi besoin d'être rassuré sur le coût de cette recharge. Donc si on veut, encore une fois, commencer par informer, bien rassurer, c'est mon terme, informer et rassurer, il faut avoir les moyens de communiquer en disant non seulement voilà où il y a des bornes, voilà comment vous pouvez vous recharger. L'avantage d'une voiture électrique, c'est qu'on peut la recharger n'importe où. Contrairement n'importe où il y a une borne. Mais on n'a pas besoin d'être à côté pour tenir un pistolet. Enfin, de station-service, s'entend. Et donc, si on veut vraiment que les gens adhèrent à cet avantage de la mobilité électrique, et finalement je ne suis plus prisonnier de l'endroit où je me recharge, la facilité de ce qu'on appelle l'interopérabilité est quelque chose d'essentiel. On est venu naturellement sur le client final, c'est-à-dire celui pour qui on fait tout ça, qui est aussi citoyen par ailleurs. On est en train de parler de changement d'usage, simplement, de passer d'un mode de consommation de la mobilité à un autre. C'est toujours quelque chose de compliqué, de difficile. Il faut montrer la supériorité de la proposition de valeur. Donc ça c'est un vrai sujet pour tous. Hervé Rivolène, pour EDF, ce sujet de la transformation des usages et de l'attention au client final, comment on le voit dans le contexte de la transformation de la mobilité ? Je pense que c'est un sujet clé, enfin, mettre finalement le client final au centre de nos préoccupations, c'est effectivement notre quotidien. Et
on voit encore beaucoup trop d'analyses dans le domaine de la mobilité électrique voiture, mais un peu moins vrai d'ailleurs chez les jeunes, où on se dit il suffit de transposer finalement ce qu'on fait dans une station-service en mettant des bornes de charge rapide partout. Ça, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Antoine a commencé à évoquer le sujet, c'est vrai que la station-service aujourd'hui, c'est pas spécialement agréable, mais c'est vite fait, vous y allez, vous salissez un peu les mains, mais en un quart d'heure, on va dire, l'affaire est réglée. La mobilité électrique, c'est un changement de paradigme, qu'elle soit d'ailleurs en scooter, en vélo électrique ou en voiture électrique. Parce que pour l'essentiel, effectivement, vous allez vous charger dans le bâtiment. Le bâtiment, que ça soit à domicile, que ça soit dans l'entreprise. Et ça va représenter, alors aujourd'hui on est à 80-90% d'après toutes les enquêtes clients. Forcément, avec l'extension, l'augmentation du nombre de véhicules et des autonomies de plus en plus importantes, probablement que ce pourcentage va baisser parce qu'on va avoir plus de gens ou des proportions de personnes qui vont faire des trajets plus importants. Mais il n'empêche qu'il y a des données qui restent, c'est que la moyenne parcourue par un automobiliste en France, c'est 27 km par jour. Et donc, on va quand même avoir une part importante de recharge dans les bâtiments. Donc, moi, j'ai tendance à dire, ce qui fait toujours un peu provoquant auprès de nos amis pétroliers, que la station-service du futur, c'est le bâtiment. Et donc, il y a une question extrêmement importante, que ce soit pour des entreprises de logistique, que ce soit des entreprises pour des véhicules de flotte ou un particulier, de faire en sorte qu'on puisse leur installer facilement des infrastructures de recharge qui soient performantes et qui répondent à ce besoin. Et ça, c'est ce changement d'habitude, ce changement de paradigme, et ça ne se décrète pas. Je veux dire, il y a tout un programme d'accompagnement à mettre en place pour que finalement, quelqu'un qui passe à un véhicule électrique aujourd'hui, il ne soit pas abandonné dans la nature sans avoir eu ces éléments et cet apprentissage, et de façon à ce que cette adoption de la mobilité électrique se fasse de la façon la plus fluide. Et on le sait, enfin ça a été évoqué, c'est que au-delà du fait qu'effectivement, la plupart du temps, on va se recharger à des endroits connus, on va quand même se déplacer avec sa voiture. Et donc là, on a besoin de tous les services qui ont été évoqués par JREV ou qui ont été évoqués par l'AVER, avec suffisamment d'infrastructures pour que ça fonctionne et que le client ne se pose pas la question de savoir si le réseau il appartient à A ou le réseau il appartient au B, et que pour lui, ça soit l'expérience la plus fluide possible. D'accord. C'est un nouvel usage de l'habitation. In fine, ça se passera bien si le client a une offre variée, dont chaque élément ne ressemble pas forcément à l'autre, mais dont tous les éléments sont faciles à comprendre et faciles à mettre en œuvre. Là, c'est une belle journée, il fait beau. Si on était en vacances, on aurait une journée de vacances à planifier, on se baladerait. On aurait besoin d'une bouteille d'eau. Enfin, on se dirait, voilà, il va falloir que je trouve de l'eau à un moment donné. Bon, c'est pas le but de la journée. Les enfants, on va aller acheter de l'eau, c'est pas ça. Mais par contre, c'est nécessaire. Bon, la recharge, c'est pareil. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on a fait les courses, on a de l'eau chez soi, on en prend quelques bouteilles, on l'emporte, et puis comme si on se rechargeait à domicile. Soit on sait que la moindre boulangerie a toujours une petite armoire avec des bouteilles d'eau fraîche, ou on sait que sur l'autoroute, il y a des stations-service, pas dans les aires de repos qui n'ont pas des stations-service, mais dans les aires de repos avec des stations-service, on peut acheter de l'eau. Bon, au final, tous ces usages sont un petit peu différents. Sur les stations-service, il faut attendre 20 km avant d'en trouver une. Chez soi, il faut prendre des bouteilles, ça pèse lourd, mais in fine, tous ces process sont bien maîtrisés par l'usager. Donc il se débrouille parce qu'en fait, il n'y a pas de difficulté. En fait, tout ça est fluide. Donc la recharge, c'est un peu la même aventure. En fait, c'est pas le but, mais par contre, c'est le besoin. Et ce besoin-là, si c'est smooth, c'est-à-dire si on n'a même pas besoin de carte bancaire, à la limite, Hervé faisait référence à l'usage un peu old style. Là, je mets ma carte bancaire, je paye, etc. On peut très bien être abonné, on peut très bien ne pas voir ce qui se passe, on peut payer tous les mois, ou alors de temps en temps, on peut mettre sa carte sur une bonne rapide. L'important, c'est que chacun de ces usages, finalement, soit relativement bien maîtrisé. Et pour ça, effectivement, derrière, il faut qu'il y ait des acteurs B2B performants, il faut qu'il y ait des standards, il faut qu'il y ait une gouvernance, une sécurité des data, etc. On a quelques rendez-vous les années à venir sur ces sujets-là. Pascal Lassonville, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir parce qu'effectivement, on a tous en tête que le client, au final, c'est quand même l'usager qui va définir et qui sera le maître mot là-dedans, et que les solutions en autoroute ou dans le haut pays de Nice pour aller le rassurer quand il se déplace et lui assurer un point de charge. Mais le problème quand même aujourd'hui, le frein, c'est à la maison. C'est là que se fait la recharge, et les clients, ils ont bien compris. La copropriété. Les clients ont bien compris que c'est chez eux d'abord qu'il faut qu'ils se rechargent, et que c'est d'abord là, c'est le premier frein.
Si on n'a pas des solutions pour lever ce frein-là, la mobilité décollera pas. Hein. Donc et les pouvoirs publics s'en sont saisis, hein, puisque dans la loi climat et résilience, un article a été notamment établi pour reconnaître, alors je parle d'Enedis, hein, le rôle d'Enedis dans le développement de solutions dans l'IRVE collectif. Métropole de Nice, deuxième parc d'habitat collectif de France. Le sujet, on est dans le sujet sur la métropole de Nice. Et donc de proposer des solutions où on va venir reconstruire une colonne horizontale et permettre à chaque client de venir installer sa borne ou sa prise, parce que des fois, il faut se le dire, une prise suffit. Hein. Une prise 16 ampères, ça suffit pour charger un véhicule la nuit. Hein. Donc il y a des solutions qui commencent à émerger avec un reste à charge nul, parce que ça c'est le deuxième frein. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en copro, quoi, mais faire décider une AG pour financer un bien collectif qui ne sera utile que peut-être pour la moitié des propriétaires, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, la loi va permettre à Enedis de cofinancer, enfin de préfinancer et d'avoir un reste à charge nul pour ceux qui n'auraient pas l'utilité de la borne. Donc il faut lever le frein de la recharge à la maison. En maison individuelle, c'est simple. En collectif, il y a encore des freins à lever et il faut s'y attacher. Tout à fait, je me permets de rebondir là-dessus. Dans le monde du transport et notamment de la logistique urbaine, il y a beaucoup de prestataires qui rentrent avec leur véhicule. Donc au-delà de l'individuel avec sa voiture particulière, il y a beaucoup de professionnels qui rentrent avec leur véhicule, qui sont dans des habitats collectifs et qui ont cette habitude. Et alors oui, on peut revoir un petit peu les modes de fonctionnement et c'est le but au passage à l'électrique, mais c'est indispensable de commencer effectivement par équiper les habitats collectifs au-delà des maisons individuelles évidemment. Je voudrais revenir simplement sur l'analogie avec les bouteilles d'eau que j'ai trouvé particulièrement bien. On imagine ce pack de 6 bouteilles hyper lourd, compliqué, qu'on ne transporte pas évidemment en bord de plage. On prend la petite bouteille d'eau qu'on trouve à la boulangerie. Il faut démystifier aussi l'électrique autour de quelle autonomie du véhicule. C'est pas ça le débat. C'est quelle charge rapide, quel pourcentage de batterie je récupère en combien de minutes et quelle capacité à stocker. C'est ça le débat autour de l'électrique, plus que l'autonomie intrinsèque du véhicule. Donc c'est là où il faut qu'on arrive vraiment en concertation à démystifier tout ce qui est autour de l'électrique. Et la disponibilité de la charge. Quoi, tout à fait. De la tout à borne, fait. Quoi. Mais j'aime bien cette analogie parce que cette petite bouteille-là, c'est finalement la microcharge qui permet de fonctionner en hypercentre ou ailleurs. Hervé? Oui, je voulais revenir parce qu'effectivement, ce qui est évoqué là est une question extrêmement importante. C'est qu'on voit la multiplicité des cas d'usage où on va se charger à différents endroits et sur lequel on n'est pas forcément effectivement titulaire du contrat d'énergie. Ou à contrario, on n'a pas envie de payer l'électricité de son véhicule, de son fonction à domicile. Donc juste pour dire que ça développe tout un environnement de service. Enfin, et aujourd'hui, c'est des choses que nous, avec notre filiale qui est Easivia, hein, qui est aussi d'ailleurs l'opérateur de mobilité ici sur Prise de Nice, on propose effectivement aujourd'hui ces services qui permettent à un utilisateur qui a un véhicule affecté, une camionnette, de décompter les recharges qu'il va effectuer à la maison pour que ça soit imputé sur le compte de l'entreprise. Et c'est bien tout ce monde de services connectés qui est intéressant et qui fait finalement le fondement de l'électromobilité aujourd'hui. Très bien. Guillaume, juste Antoine, une petite seconde. Je suis assez content de ces différentes réflexions sur la copropriété parce que ça va me permettre d'illustrer un point faible aujourd'hui. Sur la copropriété, il y a, on en a parlé de quelques-unes, plein de solutions qui existent. Sur la copropriété, il y a des subventions qui existent. Il y a des documents complets. Alors, je vais faire un peu de publicité. Donc, on a diffusé récemment un guide de comment mettre une borne dans la copropriété. On l'a fait avec l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de la table et à la destination des utilisateurs finaux et des syndics. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que malgré les conférences de presse, malgré tout ce qu'on veut en information, je trouve encore 90% des gens qui me disent « Ah, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire ». a priori, on la vie dure. Et surtout, les difficultés d'information, de communication. Et alors, je fais un peu un plaidoyer en disant ce qui serait bien, c'est que chacun, finalement, puisse relayer l'information de l'autre. Elle ne vient pas, mais globalement, on contribue tous à une même chose, qui est le développement de l'électromobilité. Bon, peut-être que la copropriété, ça ne va pas faire immensément sur le chiffre d'affaires de l'un et le développement, mais ça va faire avancer la bonne perception et enlever quelque part un frein.
Donc je reviens sur la nécessité de trouver aussi d'autres moyens de communiquer et d'utiliser tous les acteurs qui relaient auprès des différents individus. Et donc on est encore qu'au début du chemin en fait sur ces éléments-là. Je me fais un peu le gardien du temps. J'ai vu que l'aspect client, utilisateur final, citoyen était finalement celui qui attirait le plus d'intérêt. Et c'est une bonne chose puisqu'aujourd'hui on est en train de parler de mobility for good et donc pour le citoyen. Juste en conclusion de cette table ronde, avant que je vous pose à chacun une dernière question, Alice Bigorn, on a plein de solutions, il y a plein d'acteurs. Il n'y a pas de blocage dans l'absolu qui apparaissent comme ça, il n'y a que des difficultés mais des choses surmontables, mais avec beaucoup d'acteurs. Ça sous-entend quand même un rôle des métropoles très important de coordination, de vision, mais en même temps avec la capacité à laisser l'innovation arriver en même temps. Il y a un problème de pesée et de responsabilité probablement plus important qu'ailleurs dans la mobilité aujourd'hui pour une métropole. Oui, les changements de mentalité, on est vraiment à un carrefour, hein, c'est vrai qu'on l'a dit, on essaye de tous mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Il faut les faire savoir. C'est vrai qu'on parlait à l'instant des subventions dans les copropriétés. On a voté des subventions au niveau de la métropole en avril. On n'a pas encore eu de demande alors qu'on est au mois d'octobre. On subventionne fortement les véhicules électriques. Ça arrive tout doucement. C'est vrai qu'on sait que c'est le début. Il faut accompagner les administrés pour qu'ils prennent ce virage-là. Il est très important que les pouvoirs publics puissent proposer un certain nombre de solutions pour changer les mentalités. Donc c'est sur la mobilité électrique. On veut donner l'exemple, on décarbone complètement la flotte des bus dans les 4 prochaines années en mettant 50% de la flotte en électrique. On va vers l'hydrogène aussi, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que dans la mobilité, ça va compter dans les années à venir. Donc il faut pour moi une vraie ambition politique qui existe ici. Et c'est vrai que c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement pour préserver notre futur. Puisqu'on parle du futur, le mot de la fin, chacun d'entre vous, je vous demanderai de se projeter 5 ans, 10 ans en avant et de dire quel est le plus gros risque à éviter et quelle est l'ambition qu'on peut avoir. Eric ? Le risque à éviter, en fait l'atterrissage de cet écosystème, c'est un truc dont on peut tous rêver, quoi. C'est-à-dire l'utilisateur final est ravi, les kilowatts circulent, on charge, on décharge, on optimise. On n'a pas besoin de produire plus parce qu'en fait on est très intelligent et tout ça à l'ère du big data et de l'intelligence artificielle, ça marche super bien. Mais dans la réalité ça marche jamais comme ça puisqu'en fait on refait toujours un petit peu les mêmes erreurs, hein. Chacun voit midi à sa porte, chaque acteur a ses problématiques, ses capex, ses opex. On le voit sur certaines dimensions réglementaires où en fait on a des directives européennes, la data gratuite par exemple, j'y pense là. Chacun gère la chose à sa manière. Les politiques fiscales c'est pareil, les infrastructures c'est pareil. Donc je pense qu'on aurait le devoir dans un écosystème comme ça qui est assez nouveau, où il va se passer des choses qu'on est en train de construire, essayer d'éviter d'arriver à quelque chose où on a tous fait dans notre coin un truc qui n'est pas compatible in fine. On le disait tout à l'heure, on en parlait avant le débat, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de marionnettiste, il n'y a pas de mécano-industriel de ça. La seule solution, c'est de se parler, en fait. C'est de réunir l'ensemble des acteurs publics, privés, ceux qui ont la data, ceux qui ont l'infrastructure, ceux qui offrent de la charge, ceux qui en consomment, mener des expériences, en tirer les bénéfices et puis essayer de faire quelque chose de correct ensemble. Concertation et vie d'écosystème. Vie d'écosystème, voilà. Hervé ? J'espère que dans 5 ans, effectivement, on pourra commencer à mesurer des impacts positifs en matière de réduction des émissions de CO2. Mais en fait, si j'avais envie de venir, quelle difficulté je vois aujourd'hui, c'est que certes, on est bien parti sur la mobilité électrique, on a un bon décollage, mais ça commençait à être évoqué par Antoine. Pour l'essentiel, aujourd'hui, les véhicules électriques sont achetés par des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, les Français, ils achètent essentiellement des véhicules d'occasion. Et donc, le vrai succès de la mobilité électrique, quand on aura vraiment réussi à ancrer la mobilité électrique, ça veut dire quand on va avoir ces véhicules neufs qui sont aujourd'hui dans les entreprises, qui vont y rester entre 3 et 5 ans, qui vont être achetés par les Français. Et c'est là où ça va se jouer, c'est là où on va mesurer la réussite. Et du coup, ça m'amène une autre forme de réflexion, c'est que
On a parlé, on a dit en maison individuelle, c'est facile d'installer une infrastructure de recharge. En copropriété, il y a encore quelques petits freins. Il y a un manque d'information, il y a un déficit d'information. Mais enfin, on est bien en chemin et l'écosystème a beaucoup progressé. Mais il reste une dernière catégorie. C'est quand même que moi, quand je me balade dans les rues, je vois beaucoup de véhicules. Alors, on peut penser que demain, le nombre de véhicules baissera parce qu'il y aura plus de formes de mobilité, il y aura de l'autopartage. Mais il n'empêche que pour tout un tas de Français, et peut-être certains qui sont dans des catégories sociales un peu moins aisées, les véhicules, ils dorment dans la rue. Et ça, c'est durable. Et ça veut dire aussi, quelque part, qu'il va falloir qu'on travaille cette question de ceux qui n'ont pas, d'une façon ou d'une autre, soit à leur domicile, soit à leur travail, une place de stationnement attitrée, et pour lequel il faut qu'on arrive à offrir une recharge de proximité à un coût qui soit assez proche, finalement, de celui qui paierait s'il pouvait se charger ses œufs. C'est une transition toute assurée pour Alice et peut-être un objectif pour la métropole. Oui, alors on a aussi un vrai objectif, c'est de finalement développer aussi la part modale du vélo, parce que bon, on a parlé beaucoup de la mobilité électrique, mais pour nous, voilà, on vise une part modale du vélo à 10%. La part de la marche à pied qui est déjà énorme sur le territoire de Nice, elle est autour de 40%. L'idée, c'est vraiment d'avoir le panel des mobilités et surtout de réduire la part de la voiture individuelle dans ces mobilités. On fait des grands projets de transport, 2 nouvelles lignes de tramway, une nouvelle ligne de téléphérique, une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service. C'est vraiment pour que chacun puisse abandonner sa voiture. Alors on disait en plus, il n'y a pas forcément la place de toutes les stationner. Donc c'est au moins abandonner la 2e voiture dans chaque foyer, faire de l'autopartage quand il faut, parce qu'on peut avoir à un moment donné de sa vie besoin d'une voiture. Mais vraiment utiliser tout le panel des mobilités pour, in fine, voilà, réduire la place de la voiture individuelle au cœur des déplacements. C'est bien noté. Pascal, à vous. Je rebondis du coup. Allons-y. Je pense qu'effectivement, un des enjeux, c'est de ne pas opposer les solutions, en fait, d'arriver à construire des modèles qui se complètent. Effectivement, l'interopérabilité des transports en commun, c'est un vrai enjeu. On voit bien qu'en province, on n'est pas en Ile-de-France où on peut se déplacer, faire une heure de transport en commun, d'aller à un point A à un point B. Ici encore, c'est un peu compliqué. Voilà, quelqu'un qui travaille à Valbonne et qui vit à Nice, à part la voiture, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. C'est compliqué. D'expérience, je pourrais vous en parler pour mon épouse, c'est compliqué. Donc oui, il y a des enjeux autour de ne pas opposer les modèles, de ne pas opposer les territoires non plus, il me semble. On a aussi un enjeu d'harmonisation, d'accompagnement de toutes les formes de territoires, et aussi la métropole. Entre le haut pays, le moyen pays et la ville de Nice a des sujets très variés à traiter. C'est pareil au niveau national. Donc on a tout un panel d'acteurs capables d'accompagner tout un tas de solutions qui permettent à toutes les problématiques d'être traitées sans opposer les solutions. Antoine, qu'espérer pour le véhicule électrique ? Alors, je commence par le risque. Rien pour faire peur, non, c'est pas vrai. Surtout pour employer des mots qui, je crois, ont été utilisés dans le temps politique. Le risque, c'est sincèrement la fracture sociale. Grosso modo, vous avez des gens qui vivent dans des villes, dans des ZFE, mais si j'habite à 50 km, moi, je n'ai pas le véhicule ou je ne l'utilise pas pour ça, donc je ne peux plus aller dedans. C'est ne pas être... opposer les gens qui roulent propre aux gens qui, pour des raisons X ou Y, ne roulent pas propre. Je veux dire au niveau de la voiture. Et donc, pour convaincre ceux qui, aujourd'hui, n'adhèrent pas encore, ou n'ont pas les moyens, ou ne savent pas exactement de changer de mobilité. La mobilité, c'est la liberté, et donc il y a autant de définitions de la liberté qu'il y a d'individus sur cette planète. Donc si on veut vraiment faire tout ça, je le répète, c'est en essayant d'informer au maximum, d'être transparent sur les données, de dire, oui, là il y a encore ça à faire, là il y a tel plan. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas des solutions sur 100%, mais je crois beaucoup à cette démarche qui est de convaincre, d'informer, particulièrement compliqué aujourd'hui dans les fake news et ainsi de suite. Donc dans ce monde, c'est pas simple, mais pour moi, c'est le point zéro. Et si à voir dans 5 ans, ça sera ce fameux indicateur qu'Hervé a cité. Quelle est finalement l'adhésion des particuliers qui achètent leur voiture d'occasion électrique et qui ne vivent pas forcément dans une grande métropole, donc qui n'ont pas forcément le besoin immédiat d'acheter une voiture électrique. Voilà, le grand risque,
et l'espoir, enfin l'indicateur pour mesurer le succès d'ici 3-5 ans. Très bien. Julien, le mot de la fin de la fin. Le risque, je pense que c'est de ne pas y croire à cette transition énergétique électrique, en tant que professionnel en tout cas. Ça, c'est toujours être en mode détracteur et trouver des défauts. Effectivement, c'est un gros risque et ça ne marchera pas si on est dans cet état d'esprit. La vision et en tout cas l'ambition pour Renault Trucks, c'est très clair. C'est dans 5 ans, on sera à plus de 25% de nos ventes véhicules utilitaires en électrique et on sera à plus de 10% de nos ventes pour les gammes intermédiaires et gammes hautes. Voilà. Eh bien, vient le moment de clôturer cette première table ronde de Mobility for Good. Au nom de Deloitte et de la Squadra, nous vous remercions. Nous avons été extrêmement heureux de vous avoir avec nous pour évoquer ces sujets importants pour les citoyens et la mobilité de demain. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour faire le point sur les avancées sur tous ces différents sujets. Merci beaucoup.